présentation que j'ai faite, mais je pense qu'il reflète beaucoup un peu le projet qu'on avait appliqué, qu'on a présenté l'année dernière. C'est sans flou-flou, très simple. Je vais vous présenter un peu notre modèle d'affaires, comment les enjeux qu'on vit, comment on les a contournés. Puis également, vous allez voir un peu, le titre était un peu, je dirais, quand on parle de déséquilibre, on a choisi ce titre-là parce que c'est effectivement, c'est un peu ce qui se passe dans l'organisation, ça va très vite, la croissance est énorme, les produits, les services, l'expansion à l'international. Donc, tout est en un éternel changement et ça amène beaucoup d'instabilité. Donc, c'est pour ça que c'est un running gag chez nous, mais on parle de déséquilibre tout le temps. Donc, les gestionnaires, il faut qu'ils apprennent à vivre avec le déséquilibre et à se replacer constamment. Donc, c'est un peu à la fois difficile des fois à vivre, mais en même temps aussi très motivant. Donc, c'est pour ça que je vous présente un peu en quoi c'est sérieux aujourd'hui est rendu où il est et c'est quoi le déséquilibre, comment on le vit aujourd'hui. Donc, de façon très, très simple. Comme étant une source d'innovation aussi, moi, ce qui est en arrière de tout ça, c'est comment essayer de transformer l'organisation pour que l'innovation apparaisse, soit une évolution technologique, une innovation technologique, ou même en service. Je pense sur le pion. Donc, très simple, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me posez. Moi, j'aime ça quand ça bouge, puis quand on a un peu d'activité. Donc, je vous présente un peu sérieux sur qui on est aujourd'hui. Vous voyez, donc, notre évolution. Ce qu'il faut comprendre, Sirius, au départ, était une société spécialisée en service, que du service. Il y en a combien ici qui sont en service, qui ne font que du service? Donc, au départ, c'est notre raison d'être, c'était du service. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on a un modèle mix service-produit, complètement opposé. Il y en a pas mal ici, j'en connais quelques-uns qui sont en produit. On va voir un peu la dualité qu'on a vécue et qu'on vit à tous les jours. C'est du service, c'est pas du produit, donc ça ne demande pas les mêmes compétences. C'est complètement deux mondes diamétralement opposés. Comment nous, on est dealé avec ça? Donc, dans un premier temps, je vous parle un peu de la Fondation 99, donc, société de services en informatique seulement, même pas spécialisée. On faisait tout. Donc, les clients nous demandaient, peux-tu peinturer le mur, on le faisait, peux-tu changer de tapis, on le faisait. Tout ce qu'ils nous demandaient, c'était oui pendant les premières années. Sauf que la concurrence est féroce, donc on s'est dit, il faut se spécialiser, il faut avoir de la valeur ajoutée, même en service. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est niché. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Encore là, pas la science. On regardait où on était meilleur, c'est quoi les tendances du marché, et à ce moment-là, on s'est décidé de se spécialiser en gestion de projet en 2003. Tout le monde nous disait, ben, va pas là-dedans, il n'y a pas de marché. Je vous en ai parlé là-dessus un peu dans la présentation. Là. Tout le monde me disait, ben, va en développement informatique, projet informatique, va pas en gestion de projet, il n'y a pas de volume, il n'y a rien, tu réussiras jamais. Moi, j'y croyais, vous allez voir pourquoi, où on allait en avec tout ça, puis vous allez voir que le potentiel est énorme. Donc, gestion de projet, en 2012, on s'est spécialisé avec l'analyse d'affaires, qui s'est ajoutée à notre offre en service. Vous allez voir aussi, il y a eu une gamme de produits à ça, et du big data. Le lien fondamental en arrière de ça, c'est très simple. C'est dans toute société, il y a des plans de capitalisation, donc budget d'investissement. Nous, on veut être du début à la bonne idée jusqu'à l'exécution, à la réalisation. Quand ça tombe en opération, ben là, c'est les chefs d'opération qui s'en occupent. Durant l'idée et la conception de l'idée avec les lignes d'affaires, on va être présent, d'où l'analyse d'affaires. Et après ça, lorsque le projet est en exécution, on veut le gérer jusqu'à sa mise en opération. C'est aussi simple que ça le modèle, pas plus compliqué que ça. Naturellement, notre présence, vous la voyez, donc principalement au Québec maintenant, avec les logiciels, maintenant on est partout. On est au Canada, on est aux États-Unis, en France, très présent en France, en Suisse et en Chine maintenant. Les partenaires qu'on a, on forme les réseaux d'ingénieurs et une des certifications, on est un Global Provider qui donne la certification internationale. On offre le cours. Donc, on permet de former des gens pour avoir le titre PMP. Donc, rapidement, c'est un peu ce qu'on est. Nos clients. Bon, c'est quoi qu'on a, nos clients? Au départ, les clients étaient principalement en technologie d'information, comme la majorité d'entre vous ici. C'est plus le cas. On va voir où on s'en va avec ça. Mais les enjeux qu'on retrouve, c'est toujours les mêmes. Toujours la même chose. Time to market, donc nos clients nous disent nos projets ne se livrent pas.
On ne les livre jamais à temps, on est toujours en retard. Et on prend du retard par rapport à la concurrence. Si le produit, ce soit un produit, le nouveau produit bancaire, entre 6 mois plus tard que mon concurrent, je perds des ventes. Il faut aller plus vite. Toujours plus vite, time to market est important. Donc les CEO, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir maximisé leur investissement, sortir les produits. Donc, la majorité de nos clients nous disent tout le temps la même affaire. On ne livre jamais à temps. On était chez Bombardier, on était chez CAE. Le temps de livraison d'un simulateur, c'est 18 mois, mais finalement, dans le réel, c'était 26 mois. Donc, du 18 entre 26 mois, puis il y avait des gens qui étaient staffés dans la ligne de production qui ne peuvent pas être dégagés à prendre une autre commande. Donc, l'impact est direct sur les ventes et sur le résultat financier de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, notre marché, les gens nous parlent de time to market, le coût de moins en moins, on regarde les nouvelles, c'est partout, hein, c'est pas juste ici. Là. En France, c'est exactement la même chose. On rencontre les chefs, les directeurs informatiques qui ont les mêmes préoccupations. On veut faire plus, on a moins d'argent, il faut couper. Mais par contre, on veut avancer. Dans tous les domaines, dans la construction, dans l'ingénierie, dans l'informatique, dans tous les domaines. La vision et l'information. On n'est pas capable d'avoir une vision claire où on s'en va. Ce foutu projet-là, ça fait 2 mois et demi qu'il roule. On gaspille de l'argent, ça sort des nouvelles, on entend parler régulièrement. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'avoir une vision claire combien ce projet va coûter? On n'est pas les seuls, ça c'est notre marché. Tout le monde nous dit les mêmes affaires. On est dans n'importe quel secteur, c'est toujours le même commentaire. On veut également des gens mieux formés, de l'information, des rapports de gestion fiables, savoir où on s'en va, et également une productivité, on va faire plus dans tous les secteurs d'activité. Nos enjeux, on rencontre un client en aéronautique, en ingénierie, toujours le même fondement. C'est toujours le même fondement, tout le temps, tout le temps. Et naturellement, la concurrence est féroce, donc il faut être plus rapide dans les projets, donc il faut les faire, il faut les livrer le plus rapidement possible. Petite intro, pour vous présenter un peu nos clients. Je pense qu'il manque un secteur. On va l'arriver à la fin. Okay. Je pense que ça arrive à la fin. Je parle ici un peu de notre modèle d'affaires. Le modèle d'affaires est basé sur, si vous regardez, c'est notre clientèle. Je vais parler au départ où c'était TI. Aujourd'hui, regardez les secteurs où on intervient. Je sens le projet quand on me disait qu'il n'y avait pas de marché là-dedans, pas de marché là-dedans. C'est un marché horizontal. Moi, je fais partout. La même préoccupation est toujours là. Les projets ne se livrent pas, ça coûte 3 fois plus cher. Et la gestion de projet, c'est une science exacte. Il est impossible de ne pas savoir où tu t'en vas. Si tu n'es pas capable de savoir combien ton projet va te coûter, aujourd'hui, il y a une prévision, c'est parce qu'à quelque part, il y a un processus qui n'est pas fait, il y a de l'information qui n'est pas colligée pour être capable d'avoir une vision claire. Il y a quelqu'un qui ne donne pas l'information ou qui ne veut pas la donner. C'est tout aussi simple que ça. Dans les bonnes pratiques de gestion, c'est le même. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc, vous voyez, on est dans tous les secteurs, on est en construction. Donc, imaginez-vous mon équipe. Il reçoit un appel, c'est un gars d'ingénierie, il a un gros projet d'ingénierie, il faut intervenir dans un projet qui est en difficulté. Alors, oui, les spécialistes en gestion de projet, ce n'est pas tous des ingénieurs là-dedans. Ce n'est pas tous des spécialistes du domaine. Là. Imaginez-vous ouvrir un nouveau marché. Comment ça peut être difficile pour les experts et même pour l'équipe de direction. C'est que là, il faut qu'ils se mettent à risque. On l'a fait, moi je l'ai fait, j'ai été dans un département à Sorel, dans le fer et titane. Gros problème au niveau des projets de chargement. Des millions en jeu. Ils nous appellent, vous êtes un spécialiste en gestion de projet. Il y a quelques années, peut-être en 2003-2004. On va aller rencontrer l'ingénieur en chef avec son équipe. Les gars qui ont principalement une saveur TI en gestion de projet. On est arrivé là-bas à 2, là, je vous dis, là, les charmes nous chutaient de même, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je donne un cas figuré, mais c'est réel. On s'est assis, le gars a commencé à nous parler de ses projets. Ce que je vous ai parlé tantôt, là, ça a pris à peu près 20 minutes. Même problème qu'on a en TI. Exactement les mêmes problèmes. L'affectation, les coûts, la vision. Exactement la même affaire. Et ça n'a pas pris longtemps, on a intervenu dans du fer et titane. Pour la première fois, on intervenait dans un autre secteur d'activité qu'on n'est pas spécialiste. On n'est pas ingénieur. Ceux qui travaillent avec des ingénieurs, si tu n'es pas un ingénieur, tout de suite en partant, tu te fais dire, tu n'es pas un ingénieur, hein? Je parle de ça, mais c'est notre quotidien. Aujourd'hui, on est en santé, on est dans l'assurance, on est en pharmaceutique. Tous les domaines. La pharmaceutique, il y a beaucoup de projets là-dedans. On développe des produits, ça prend 8 ans. Ils ont un portefeuille de projets.
Ça prend 8 ans avant que la petite pilule se rende sur le marché. Mais nous, on est là. On est dans le processus au niveau de la fabrication et la gestion du produit. Je parle de ça parce que vous voyez, ça bouge. Horizontal, donc beaucoup de demandes partout. Je mets à mon côté, nous, naturellement, on est très alignés sur le PMI, qui est un organisme international qui a des chapitres à travers le monde. Ça, c'est un peu nos indicateurs où s'en va la tendance. Vous allez voir dans le modèle, on a fait beaucoup d'acquisitions en Europe. Pourquoi on a fait ça? À cause du orange. La France, en l'espace de 5 ans, même pas 5 ans, est en train de battre tous les continents. Regardez le premier chapitre qui existe depuis 1969 à Washington. Ça ici, c'est ceux qui sont inscrits en gestion de projet, c'est tous les praticiens, c'est comme un ordre comptable que tu retrouves à travers le monde. Ici, tu as tous les chapitres, là, regardez ceux qui sont les plus actifs, la France est le 8e. C'est pour ça qu'on est en Europe. C'est pour ça qu'on se ramasse dans les projets de construction, les projets d'ingénierie, les projets informatiques, dans notre domaine. Donc, naturellement, de nouveaux marchés comme ça amène une grande tendance. Et nous, notre vision est d'aller où il y a du marché. On aime beaucoup le Québec, on aime beaucoup le Canada, mais on est juste 25 millions. La France, c'est 70 millions. Juste la France. C'est pas la même affaire. Toutes les proportions sont 10 fois plus grandes. Donc, le marché est là. Donc, une autre chose qui nous déstabilise beaucoup, c'est que là, la France pousse beaucoup chez nos marchés. La France, aujourd'hui, a un des bureaux les plus gros. Et à mon avis, d'ici 1 an ou 2, ils vont battre le Canada au complet. On va être 200 personnes juste sur la France. Ça explose, littéralement, dans nos services. Donc, naturellement, grosse demande, avec des indicateurs démontrés, un marché qui est horizontal dans tous les secteurs d'activité. De gestion qui est un peu mis en tension ici. Naturellement, pour en ajouter, allez, il faut se mettre à rire. Ça va pas assez vite, on fait des acquisitions. Toujours dans le même modèle. On a un modèle d'acquisition, donc vous voyez, depuis 1999. Donc, encore là, pour se créer une source de changement, on ajoute des complémentaires. Donc, au départ, on était en service. Maintenant, on a acheté des acquisitions qui nous ont amené des complémentaires, des produits, mais en lien avec ce qu'on fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un modèle qui est complètement intégré. Où là, maintenant, on fait du service et du produit. Vice-versa. C'est ça qui nous a permis les acquisitions. Vous voyez la gamme d'acquisitions qui s'est faite. On ne se cachera pas, tantôt j'en parlais avec un monsieur qui est auprès de moi. Service France a été notre... Moi, ce que j'ai appris d'international, il y en a-tu ici qui font l'international? Ce que j'ai appris de mon expérience, elle n'est pas 25 ans là-dedans, c'est que on était, comme on dit, on était dessus chanceux d'avoir fait une petite acquisition avant. Ça nous a fait les mains pendant nous préparant ce qui allait suivre, entre autres les acquisitions en 2013 et en 2014, qui ont permis de doubler le chiffre d'affaires au fond, et qui continuent. La France est en progression énorme. Naturellement, notre approche est très simple. Culture. Première chose, c'est qu'on veut des gens qui... On a un modèle, nous, d'acquisition où on est majoritaire, mais on laisse des actions aux propriétaires. On veut qu'ils se commettent, puis qu'ils embarquent avec les autres dans le bateau, puis qu'ils veulent se faire progresser son entreprise et même la faire grandir. Donc, la culture est importante, c'est un élément fondamental, qui fait que même des fois, on dit, bon, la culture, ça ne marche pas, on n'en va pas plus loin. C'est un choix stratégique, donc ça nous permet de consolider les marchés ou avoir un complémentaire et surtout du produit. Parce que le produit permet une exportation. Ceux qui ont fait du service, vous savez, ouvrir un autre bureau, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est risqué? C'est l'enfer. Donc, on s'est dit avec du produit, on est capable d'ouvrir des marchés à l'étranger sans avoir nécessairement une équipe et en même temps des locaux, des personnes sur place pour faire avancer des choses. Donc, la croissance, la complémentarité, naturellement, la compétitivité. Tout est fait pour que l'offre soit complémentaire et que ça crée de la valeur ajoutée. Je vais vous en parler un peu de l'offre après, dans le détail, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. L'offre. Naturellement, l'offre, un peu la source de changement, c'est que là, notre modèle il est simple. Tout ce qu'on a développé pendant 10 ans sur le Canada, on l'exporte en France. Et tout ce que la France a fait pendant des années, on l'exporte au Canada. Donc, ce qui fait que là, on fait des échanges de transfert de connaissances et d'actifs. On n'enlève pas l'actif
physiquement, mais on vend le produit. Donc, une stratégie d'intégration, marketing, vente et ainsi de suite, pour qu'on crée de la valeur et que tout le groupe s'enrichisse. Pour faire ça, vous voyez, on a de façon très simple, on a défini quelques étapes dans notre évolution. La première partie, c'était le développement du savoir. Entreprise de service, on vendait les gens à un taux horaire, on rendait un service qui était de qualité. On s'est dit, il faut aller plus loin. Il faut récupérer la connaissance de ce qu'on fait tout le temps à répétition. Donc, pendant des années, on s'est développé nos propres méthodes. On a fait ça pendant presque 10 ans sérieux au départ, avant de faire des acquisitions. Ce qu'on appelle le développement du savoir. On a créé des profils, des méthodologies. On est devenu intégrateur de solutions. On a développé des plans de formation qui sont en ligne exactement avec ce qu'on fait. Donc, un parcours de cours qui va aujourd'hui à des cours d'additionnel, privés et du e-learning. Vendus partout à travers le monde aujourd'hui. Mais ça nous a pris quelques années. Donc, ce qu'on appelle le développement du savoir. Ça nous a permis après ça de réutiliser, créer des centres d'expertise pour être capable d'industrialiser le savoir. C'est-à-dire de vendre à répétition à plus grande marge, mais à moins d'intervention. Et pour en arriver, aujourd'hui, on est rendu à l'externalisation du savoir, c'est-à-dire du BPO. Donc, on prend en charge l'impartition en gestion de projet. On est capable de prendre en charge le processus opérationnel des gens puis de le gérer pour lui. Parce que là, maintenant, on a la technologie, on a le savoir, on a le métaux. Donc, vous voyez, ces 4 étapes-là ont été faites. Et ça, maintenant, c'est exporté complètement sur l'Europe. Il y a une question tantôt avec un collègue qui nous disait en quoi ça a amené une valeur ajoutée au niveau directeur général de l'Europe? Du jour au lendemain, on se retrouve avec une panoplie de services, panoplie de solutions, 5 produits, 25 cours, 3 parcours, qu'il peut offrir maintenant à tous ses clients, en plus de son savoir-faire qu'il avait auparavant. La question que je me posais, c'est ça va coûter quoi? Aucun coût. On a mis un système de royauté qui permet que chacun tire dans la bonne direction. Donc, source de déséquilibre, vous comprenez, du jour au lendemain, les équipes de l'Europe se sont ramassées avec un savoir-faire, des produits, une gamme de produits, de services. Là, maintenant, donc, ils se forment. Donc, nous, on travaille à les former pour qu'ils soient capables de vendre tous nos produits, en plus de ce qu'ils font. Et la même chose sur Internet. Vous voyez, maintenant, ça, c'est ce qui est sur l'Europe, ce qui se passe actuellement. Les mêmes étapes toujours. Et on fait le développement de savoir au niveau du BI, une shop qui était très spécialisée BI. Maintenant, on s'en va dans le Big Data. Maintenant, on a des solutions en ligne où on fait de l'assistance opérationnelle, indicateurs de gestion des opérations. C'est-à-dire, on a des monoprix qui sont les gens de détail. On gère la commande du magasin de l'entrepôt jusqu'au magasin. On gère l'approvisionnement à travers la France au complet. Parce qu'on a la solution en arrière, on a le produit, on a le flow, on a tout. Ça, naturellement, c'est en train de s'exporter sur le Canada. Donc, vous comprenez, imaginez-vous, vos gens, là, du jour au lendemain, vous leur dites, oh, c'est une gamme de produits, services à apprendre, puis à vendre. Et les équipes de vente aussi. Donc, tout le monde est touché. Équipe de vente, direction, employés, tout le monde doit apprendre les nouveaux produits des deux côtés. Naturellement, c'est complémentaire, parce qu'ils voient, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un lien direct de ce qu'ils font déjà. Donc, les gens, la participation est là. Comment on a fait ça? On a aussi amené des canaux de distribution différents. Pensez-y, on est une société de services au départ. Là, on a amené le web là-dedans. Il y en a ici, je sais, il y en a plusieurs qui sont dans le web, c'est leur quotidien à penser à tous les jours, comment aller chercher des ventes en ligne, tout ça. Dans les entreprises de produits, c'est souvent un comportement qu'ils ont déjà. Pensez dans le service. Comment on vend du service en ligne? Aujourd'hui, on le fait. Donc, on se réinvente dans nos services pour être capable d'aller chercher des clients de partout à travers le monde. On a mis en place, Sirius maintenant a changé complètement une vision corporative, où là, maintenant, on a un groupe, on a toutes les lignes d'affaires, tout est interrelié. On a fait ça en l'espace de même pas 6 mois. Avec des SOA, mesuré à la semaine, on sait exactement l'achalandage, d'où ça vient, quelle province, quel pays, sur quoi ils regardent, c'est analysé à tous les jours. Mais dans le service, il n'y a pas grand firme qui font ça dans le service. Et en France, encore moins, parce qu'ils sont encore plus en retard.
Réseaux sociaux là-dedans, nouvelle approche de vente, nouvelle approche de marketing. Pensez aux vendeurs traditionnels dans le service où ils vont faire du présentiel, ils vont rencontrer le gars. Là, maintenant, on leur donne d'autres moyens. C'est pas toujours évident. Je parle un peu des chiffres, parce que c'est important de voir où on en est. Avant, on avait beaucoup de difficultés sur de la récurrence. Je vais résumer ça en une phrase. Les gens de produits sont heureux parce qu'ils ont toujours une bonne récurrence. 60%, 70% récurrent. Puis eux autres, le service, ben, c'est du bonbon. C'est là que tu fais ton année. Tu fais un petit peu de service à tes produits, là, tu fais une grosse année. Mais en service, on cherche le récurrent, on en veut, on aimerait en avoir parce qu'on dit tout le temps, on est à 3 mois de la faillite. On essaie de faire nos pipelines, puis on se dit, ben là, plus que 3 mois, c'est à peu près de même. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de vous démontrer le virage qu'on a pris. Avec les produits, la formation, tout ça. Maintenant, on est rendu un modèle équilibré. Et régional aussi. Avant, on était concentré Québec. Là, maintenant, regardez. 50% du chiffre d'affaires de Sirius maintenant est désormais sur l'Europe. En même pas 2 ans. Le reste au Canada. Donc, on voit que le modèle a fonctionné et il continue à fonctionner. C'est pas une chose gagnée, on travaille fort. Naturellement, pour les ressources, on va aller vite. Les ressources clés, vous voyez, avec notre modèle où on amène du service, on amène du produit, on amène des nouvelles façons de commercialiser, on se réinvente au niveau du service pour le vendre sur le web parce qu'on va aller chercher le client, on veut le capter avec la valeur ajoutée. Bien, ça demande, il faut qu'on ait des bonnes ressources, des gens qui veulent apprendre, qui veulent changer, qui veulent innover. Donc, de l'engagement aussi. Des gens où du coaching, c'est nécessaire parce que là, on leur apprend des nouvelles choses. Donc, le Canada est obligé de s'impliquer énormément en Europe pour leur montrer tout ce qu'on fait. Et la même chose de vice-versa. Ça demande beaucoup d'efforts d'intégration. C'est un peu notre modèle. On se dit, en travaillant ensemble, puis chacun en tire parti pris, bien, on réussit à vendre. On réussit à vendre ces produits-là, c'est ça. Beaucoup de formations, naturellement, des spécialistes de domaine qui sont très importantes. Tout ce que je vous ai présenté, c'est notre modèle. Pourquoi on est en déséquilibre? Vous voyez, on a parlé des marchés horizontaux, d'autres domaines. On est voué à travailler dans d'autres secteurs, on n'est pas toujours à l'aise. Il faut se lancer, on y va, on se rend compte rapidement qu'on a le même discours, les mêmes enjeux. Les acquisitions qui amènent un souci d'intégration assez important. Les segments clients, j'en ai parlé. Les canaux de distribution nouveaux, il faut se réinventer. Les ressources clés, la proposition de valeur. La beauté de ce qu'on a fait, puis on n'a pas été plus intelligent que personne d'autre, c'est qu'on a réussi à mettre les éléments un après l'autre. Un puzzle qui s'est formé avec le temps. Vous allez me dire, est-ce que vous avez la vision là? Pas tout à fait. On avait une idée, mais aujourd'hui, on a un puzzle qui fait qu'on est capable d'offrir du BPO. Donc, l'impartition opérationnelle. Donc, j'ai le service. J'ai le service que je veux, j'ai le produit que je veux. J'ai la fidélisation aussi avec les clients. Donc, les clients, une fois qu'ils viennent chez nous, ils ne débarquent plus. Parce qu'on leur donne un service à valeur ajoutée avec des bouts de service, des SLA, puis tout ça. Et on leur donne, on répond aux besoins, on sait exactement où tu t'en vas, combien tu as dépensé, puis tes prévisions, puis tu sais où tu t'en vas, où tes projets. C'est exactement sur le plan d'affaires. Naturellement, le mix de revenus est très important dans notre modèle. Est-ce que c'est clair? Très simple, hein? Pour dire honnêtement, je ne l'avais pas tout vu comme ça au début. Mais avec le temps, je l'avais un peu dans la tête, je me disais, ben, c'est important de travailler sur toutes ces composantes-là pour créer de la valeur ajoutée. Dans le fond, créer de la valeur ajoutée pour que le client, plus jamais, une fois qu'il vient chez nous, on dit à un client, une fois qu'on réussit à mettre le pied dans la porte, que ce soit pour de la formation en simple, petit cours. Le petit cours nous amène à gérer un gros projet, nous amène après ça à déployer nos outils, puis après ça, des fois, il nous dit, ben là, peux-tu t'occuper de tout, là? Bingo. J'ai mes produits, tout est allumé, tout est là, puis je suis là pour 5 ans, je bouge plus. Notre approche d'innovation pour être capable de déstabiliser tout le monde, il va me rester 5 minutes, à peu près 2 minutes. Voici ce qu'on a mis, donc ce qu'on a forcé. Au niveau de la direction, moi, je force mes gens, puis il faut se mettre en danger. Donc, il faut essayer d'innover, trouver des affaires.
dans le web, je trouve que dans le web, les gens qui sont là en création, ils se mettent en danger. Mais dans notre domaine qui est plus technique, on a souvent tendance à ne pas vouloir le faire. Moi, je pense que c'est très important, la créativité, il faut qu'elle arrive. Il faut qu'on essaie. On essaie. Des fois, le marché, ça ne marchera pas, mais des fois, ça va marcher. Donc, créativité, pour moi, je l'impose à mes gens. Je leur demande d'avoir des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut le faire différemment, même si ça a l'air farfelu. De toute façon, on regardera comment le matérialiser au niveau du projet. La vision, naturellement, il faut que partout, là, on a 8 entités, il faut que les 8 tirent dans la même direction, pas qu'une j'en ai comme ça, là. Mon rôle, moi, c'est de m'assurer que dans la vision, les 8, on tire dans la même direction. Et naturellement, le rythme. Ça, c'est mon rôle à moi. Je pense que pour y amener du changement, il faut du rythme. Donc, je suis tannant, j'amène du rythme. Tous les mois, ma devise est très simple, comme Bill Gates disait. Moi, c'est un changement par mois. Il faut qu'on arrive à quelque chose de nouveau à tous les mois. Je me force, puis j'essaie de forcer mes gens à trouver quelque chose de nouveau tous les mois. Pour créer ce rythme-là. Parce que vous le savez, s'il n'y a pas de rythme, qu'est-ce qui arrive? On n'arrive pas à nos objectifs. Naturellement, pour faire ça, c'est beau avoir l'idée, il faut une organisation et une mesure de la progression. On a une idée, mais maintenant, on peut la prendre plus petite, mais il faut l'allumer. Il faut qu'on avance. Bloc par-dessus bloc. Même si c'est petit, il faut qu'on avance. Naturellement, le risque. Nous, on fait une mesure de risque. Chaque initiative, on regarde jusqu'à quel point on peut la rentrer, en termes de produits, en termes de services, mais aussi en termes de capacité. S'il y a trop d'idées, à un moment donné, on est mieux de dire, OK, on va en prendre un ce trimestre ici, l'autre, ça va aller au 3e trimestre. Mais on l'amène à terme. L'équilibre. Ça, c'est ma meilleure. C'est très dur pour mon équipe de direction parce qu'ils doivent gérer des opérations quotidiennes. Quand on parle de service, tu as des projets en cours, des fois, c'est des très gros projets. Et je leur demande d'innover, de penser au futur, mais en même temps, il faut qu'ils pensent au quotidien. Là, ils sont toujours en deux. Alors, il faut que je gère mon projet, j'ai un enjeu, mais là, il faut que je règle ça. En même temps, mais tu me demandes de réfléchir sur un autre projet. Donc, je ne veux pas laisser tomber ça. Donc, je leur demande toujours d'être dans le déséquilibre. Ça, c'est dur. Il faut des personnes qui veulent, comme je disais, de la volonté, de l'engagement. Au niveau de mon équipe de direction, je suis privilégié, les gens embarquent. Mais c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Naturellement, du succès. Petits pas. Nous, on a la théorie des petits pas. Des petits pas, mais il faut que ça amène du succès. Tu t'en vas en France, vendre des cours à Paris, bien, il faut que le premier, ça soit un tabac. Même s'ils sont 5. 5 qui parlent, après ça, le deuxième, un autre 5, un autre 5, après ça fait 15, ça fait 20. Tout le monde en parle, après ça, ça revient. Avec le web, on diffuse. Succès est drôlement important. Moi, je pense que tout le monde recherche le succès. Tous nos employés recherchent le succès. Si on est capable de leur montrer qu'on s'en va dans une approche de succès, ils embarquent. Même si des fois, ça a l'air un peu fou. Et naturellement, la motivation, ça joue pour beaucoup là-dessus. Vous voyez, mon modèle est très simple. C'est comme ça qu'on travaille dans le quotidien. Mon rôle, moi, c'est de parler à toutes les DG, m'assurer que toutes les équipes sont alignées. Les ventes, on est capable de vendre tous les produits, on est suffisamment formés. Et naturellement, chaque gestionnaire a la responsabilité de délivrer ce qui arrive au niveau des projets, ce soit en produit ou en service. Tout ça pour ça. J'ai bien aimé mon petite image ici. On ne sait jamais où on s'en va avec ça. Moi, je trouve, en tout cas, personnellement, j'ai une petite expérience là-dedans. Il y en a qui ont plus d'expérience que moi en innovation. Tu ne sais jamais où ça t'amène. Mais petit pas par petit pas, à un moment donné, tu te rends compte, après 1 an et demi, 2 ans, tu te dis « Wow! Aujourd'hui, ce qu'on a, et moi, tous les jours, je suis énormément surpris, Marie pourrait témoigner. Vous ne savez pas comment, probablement vous vivez ça. Faites un petit test chez vous, vous allez être surpris. Combien il y a énormément de connaissances dans votre entreprise que j'appelle, moi, sont dans les tiroirs. Ils font une intervention chez un client, c'est succès monstre, on développe une solution, succès monstre. Plein de... Nous, on a fait des acquisitions, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre 1 minute encore pour vous donner un exemple concret. Dans la dernière acquisition, on nous avait vendu que c'était une entreprise de services pure et simple en billard. On trouvait un complémentaire avec Odesio Europe qu'on avait acheté. C'était un complémentaire. Ils sont dans les 2 marchés, donc ça me permet d'être plus fort dans le marché au niveau de Paris et de la France. Comment c'est gratter un petit peu, on se rend compte que c'est pas ça. Ils ont des salles informatiques
en ligne, 24/7, où ils font du suivi opérationnel, des opérations d'approvisionnement, de Monoprix. Ils ont 6 modèles comme ça. Il y en a un en pharmaceutique, en énergie, en détail. Là, qu'est-ce que tu me racontes là? Ben, on a développé une solution. On l'utilise, puis on a une équipe de techniques, là, puis des techniciens des admins de réseau, et ainsi de suite, les gars-là, qui surveillent les opérations, puis qui envoient des alertes à des directeurs des opérations en temps réel s'il y a un problème d'approvisionnement ou peu importe le problème. Combien d'en a là? J'ai un modèle utile en ligne, j'ai un modèle de pharmaceutique, j'ai un modèle d'approvisionnement, une comme ça. Tu es en train de me dire que tu vends des clients, tu as des clients que tu vends depuis 4 ans, tu fais ce modèle-là. Oui. Vous savez, la cloche que ça a sonné, hein, moi j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, on va le rendre générique. C'est ça pour l'industrialisation en haut que je parlais tantôt. Je donne un cas réel et d'externalisation. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai parlé au directeur général, j'ai dit, peux-tu me faire un démo? Donc, je suis arrivé dans sa salle informatique. Il y avait des gars qui faisaient du monitoring opérationnel 24/7 avec les écrans et tout ça, je regarde ça. Ils me montrent l'approvisionnement de Monoprix en temps réel. Je dis, attends. Wow, là, je vais trop vite. Montre-moi ça. Là, je voyais, tu vois ici un camion qui est sur la route, puis là, lui, il a été stallé, on lui a envoyé une alerte au directeur d'opération, puis qu'il a renvoyé un autre camion pour aller approvisionner le magasin. J'ai dit, OK. Donc, on a fait l'acquisition. Ben, parfait, maintenant, tu vas me sortir les 6 modèles et on va les rendre génériques, les 6. Ton modèle d'approvisionnement de Monoprix, peux-tu le vendre partout dans tous les autres secteurs d'approvisionnement? Ben oui, rien à faire. J'ai à peu près rien à faire. Pharmaceutique, la même chose. Et tous les autres secteurs d'activité. Quand je vous parlais tantôt du modèle, je vous dirais, c'est mon quotidien. Je me rends compte que les gens qui sont en mandat font énormément de belles choses, mais on capitalise là-dessus. On ne les récupère pas, puis on ne les fait pas évoluer. Nous, simplement, ça se résume à ça. Pour faire l'innovation, il faut être capable de récupérer les bonnes choses, les analyser. Regardez, peux-tu le rendre générique pour le redéployer à large avec quelques modifications. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qui nous permet d'avoir de l'évolution. Naturellement, il faut du leadership. Pas juste de moi, mais de mon équipe, pour être capable d'aller chercher ça. D'aller chercher cette connaissance-là, pour regarder ce qui se fait, puis de se remettre en question, d'aller plus loin, pour en arriver à avoir un produit qui évolue. Ou un service. J'espère que je vous ai simplifié ça. C'est pas complexe, c'est rien de compliqué. C'est pas une affaire de science, là. Mais c'est un peu notre modèle que je voulais vous partager. Comme quoi, c'est ce qu'on a mis en place pendant 2 ans et on continue à le faire. C'est ça.